C'est l'heure de l'édition du soir sur Eden TV. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. Un an après sa prise de fonction, Lucie Talmin a échangé avec les journalistes du Bénin sur les actions menées par son institution au profit du pays. Vous suivrez le point de Fréjus Serroulan dans cette édition. Les parents ont quelque peu de difficultés à aborder les sujets qui ont trait à la sexualité avec leurs enfants. Comment doivent-ils répondre à leurs préoccupations à ce sujet? Élément de réponse avec Freddy Loris Davor dans ce journal. Hors du continent, en avril 2017, les Français choisiront leur président et déjà, les candidats de la gauche comme de la droite sont en campagne. Nous en parlerons. Voilà pour le sommaire. La suite, c'est maintenant. Bienvenue dans ce journal. L'ambassadrice des États-Unis près le Bénin était face aux hommes de la presse ce mardi. Un an après sa prise de fonction, Lucie Talmin a échangé avec les journalistes du Bénin sur les actions menées par son institution au profit du pays. Elle s'est également exprimée sur certains sujets d'actualité. Le point de cette rencontre avec Fréjus Serroulan et Fréjus Fiossi. Ce rendez-vous d'échange entre les journalistes béninois et Lucie Talmin, ambassadrice des États-Unis près le Bénin, intervient un an après la présentation de sa lettre de créance à l'ex-chef d'État Boni Yayi et quelques jours après l'élection du républicain Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. Et compte tenu de la personnalité de l'homme, la première préoccupation des hommes des médias a été de s'enquérir de la nature des futures relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Lucie Talmin, elle, a voulu être rassurante. La politique américaine vers l'Afrique est très stable. Depuis les dernières 20-25 années, avec les administrations, avec les gouvernements républicains, les gouvernements démocrates, on a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. C'était une politique de président Bush de commencer le Millennium Challenge Corporation, par exemple. Et aussi PEPFAR a été entamé par le président Bush, lui, républicain. Donc, soit gouvernement républicain, soit gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre Congrès pour appuyer, collaborer, être partenaire avec l'Afrique. À la question de savoir que fait concrètement les États-Unis d'Amérique pour le Bénin, Lucie Talmin a fait mention des dons et formations à l'endroit des agents de la police judiciaire du Bénin, des programmes d'échange, mais elle a aussi fait cas d'autres programmes initiés par son pays en faveur du Bénin. Le programme YALI est un bon exemple de ce que nous faisons avec la jeunesse. Le programme YALI vise à donner les jeunes qui sont déjà accomplis une opportunité de voyager aux États-Unis, d'avoir les stages aux États-Unis, de faire le networking avec les autres jeunes africains. Chaque année, dans le secteur de la santé, nous octroyons vers 25 millions de dollars. Par le biais des ONG et les organisations internationales, pas toujours directement avec le gouvernement. Le Millennium Challenge Compact avec le Bénin qui devrait entrer en vigueur en mars 2017 a été aussi évoqué. Donc, avec ce compact, on va octroyer presque 400 millions de dollars dans un délai de 5 ans. Donc, on ne va pas dépenser tous les fonds au même moment, donc ça va être alloué pendant les 5 années. Ça va être la plus grande augmentation de notre assistance financière. Et ce programme vise à augmenter l'accès à l'énergie fiable. C'est par une triste note relative aux volontaires du corps de la paix qui dispose de 75 bénévoles américains au Bénin que Lucie Talmin a mis un terme à cette table ronde. Et il y a 8 ans, il y avait une jeune volontaire qui a été assassinée tragiquement au Bénin. Jusqu'à ce moment, le système judiciaire n'a pas pu rendre justice. Et ça, pour moi, c'est une grande source de tristesse, vraiment.
parce que pour sa mémoire, pour sa famille et pour tout le corps de paix, il faut que le cas soit traité dans le système judiciaire. Jusqu'à ce moment, on a attendu beaucoup d'années. C'est trop de temps, c'est trop de temps. Ce rendez-vous d'échange entre Au Parlement, la session budgétaire s'est poursuivie ce lundi. Ils étaient présents pour défendre les budgets 2017 de leur département ministériel. Plusieurs membres du gouvernement, dont Pascal Irénée Koupaki et Oswald Omeki, et vous allez l'entendre, le secrétariat général de la présidence de la République ne demande pas de gros moyens à l'État pour son fonctionnement en 2017. Antoinette Sagbo, Amen Didier Humpenoudji et Romaric Devauchy. Le passage des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale s'est poursuivi ce lundi. Chaque ministre a présenté aux députés les grandes orientations de son projet de budget pour l'année 2017. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irénée Koupaki, a défendu le budget de la présidence de la République. Il a expliqué que plusieurs refontes de l'administration ont eu lieu et donc, avec peu de moyens, beaucoup de choses peuvent être faites. Le budget du secrétariat général de la présidence comprend le budget du cabinet du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, comprend aussi le budget du secrétariat général du gouvernement, comprend le budget de tous les organismes qui sont rattachés au secrétaire général de la présidence. Donc c'est l'ensemble de ces budgets consolidés qui donne un montant de moins 3 milliards. J'ai expliqué aux députés qui ont estimé que c'était trop faible. J'ai dit qu'en 2018, on aura des projets. La rationalisation de la direction des archives nationales, c'est un projet. La rationalisation de la direction du journal officiel aussi, c'est un projet. Le ministre de l'Enseignement secondaire, Lucien Kokou, a fait le même exercice et annonce aux députés les réformes envisagées pour rendre performant Quelques difficultés donc avec cet élément sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de ce mécontentement du syndicat MAE. Les membres du syndicat national des diplomates, interprètes, traducteurs et personnel administratif et technique du ministère des Affaires étrangères ont tenu un point de presse. Ils ont évoqué leurs problèmes relatifs aux acquis sociaux et à la nouvelle carte diplomatique du Bénin et donc ont bien voulu prendre à témoin l'opinion publique au cas où leur doléance ne serait pas prise en compte. Du mécontentement du syndicat MAE, parlons d'une réalité sociétale. De nos jours, la sexualité semble se vider de tout le mystère qui l'entourait il y a encore quelques années. La curiosité des petits-enfants en ont pour quelque chose, mais comment entretenir les enfants sur ce sujet au regard de la complexité du domaine de la sexualité? C'est à cette préoccupation que Loris Freddy Davos s'est intéressé. Suivez plutôt. Pas toujours facile de parler de sexualité avec son enfant. Pourtant, la sexualité fait partie des questions embarrassantes des tout-petits. Ils veulent savoir et comprendre pourquoi papa et maman s'embrassent et échangent des bisous avant de se rendre au service. Le petit garçon veut comprendre la différence entre le sexe de sa petite sœur et le sien. L'enfant a une certaine curiosité qui s'éveille entre 2 ans et demi et 3 ans. Et où votre enfant, quand vous êtes en train de le laver, vous êtes une femme, vous lavez votre garçon, ou bien même votre fille, comme vous demandera, mais pourquoi est-ce que ce qu'il y a entre vos jambes est couvert, alors qu'elle n'a rien de couvert? Cette question que l'enfant pose, c'est juste une question pour savoir. Malheureusement, les parents se disent « Ah, mais l'enfant là est en train de s'éveiller, donc je dois lui cacher un certain nombre de choses, sinon il est en avance sur son âge. » En réalité, l'enfant veut seulement savoir, même pas le pourquoi, même pas le comment, mais de savoir que ce qui est couvert que tu vois ici, là, c'est une couverture naturelle, une protection naturelle, on dirait. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer qu'il s'agit d'un enjolivet ou de quoi, mais c'est une couverture naturelle qui vient avec l'âge. Et l'enfant se satisfait de cela. Les parents savent que l'éducation sexuelle est importante, mais ils ne savent pas toujours comment répondre aux fameuses questions des enfants.
Existe-t-il une manière spécifique de s'y prendre? Comment réagir lorsque nos petits nous interrogent? Faut-il devancer les questions ou les laisser venir? J'ai envie de dire qu'il faut banaliser un peu, mais banaliser n'est pas le vrai mot. Mais il faut démystifier le sexe, il faut dédramatiser le sexe et en parler de façon éducative pour le futur. Faire en sorte que l'enfant à qui on parle du sexe ne soit pas plongé dans l'envie d'aller découvrir ce que c'est que le sexe. Il faut parler de ça sans exhibitionnisme, sans exagération. Donc, sans sensation, voilà ce que je voulais dire. C'est très simple. Les enfants ne parlent pas de sexualité. Ils ne sont pas gênés par la sexualité. C'est nous, adultes, qui sommes gênés. Et donc, les temps évoluent. C'est devant les écrans ce qu'il y a problème. Les films, les documentaires, les films, surtout les films, où maintenant on ne fait pas une scène sans faire l'amour. Donc ils se posent des questions, eux. Ils se posent des questions, il faut être naturel avec eux, parce qu'ils sont naturels. Et si d'aventure ils posent des questions, il faut répondre le plus simplement du monde. Pas être gêné, pas leur communiquer votre gêne d'adulte. C'est nous qui sommes gênés. L'enfant n'est pas gêné. Lorsqu'on dit à un enfant « tu n'es pas assez grand pour ça », son questionnement ne s'arrête pas pour autant. L'enfant comprend dès lors qu'il ne doit pas en parler avec ses parents. Plus tard, à l'adolescence, il pourrait préférer trouver réponse à ses questionnements auprès de ses amis ou sur Internet en consultant par exemple des sites pornographiques. Les réponses qu'il y trouvera lui donneront une image déformée de la sexualité et lui ouvriront ainsi les portes de la déviance. COP22, nous sommes hors du Bénin. Les chefs d'État et de gouvernement de la planète sont arrivés ce mardi à Marrakech pour participer à la conférence internationale sur le climat. Parmi eux, les présidents français François Hollande et une dizaine de présidents en majorité africains ont ainsi reçu un accueil officiel à l'aéroport de Marrakech. Le Gabonais Omar Bongo, Patrice Talon du Bénin, Robert Mugabe du Zimbabwe, un fait marquant, Omar El-Béchi, recherché depuis 2009 par la Cour pénale internationale CPU pour crimes de guerre au Darfour, est aussi présent à ce rendez-vous. Pour les pays arabes, le président irakien Fouad Massoum, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Sitani, ainsi que l'émir du Koweït. Une rencontre entre tous ces dirigeants, baptisée segment de haut niveau de la COP22, a eu lieu ce mardi, à laquelle participent plus de 70 chefs d'État et de gouvernement, selon l'organisateur marocain. Un sommet africain est également prévu pour ce mercredi. Suivons ici un extrait de la déclaration des présidents français et marocains. Aujourd'hui, la conférence de Marrakech constitue un tournant décisif dans le processus de mise en œuvre de l'accord historique de Paris. L'humanité entière place de grands espoirs sur les décisions qui seront prises au cours de cette conférence. De fait, elle attend plus que la simple annonce d'engagement et de principe pour enrayer le réchauffement climatique et en atténuer les effets. L'inaction serait désastreuse pour le monde, serait désespérante pour les générations futures et serait dangereuse pour la paix. Toujours sur le continent africain, la lune est apparue dans toute sa splendeur la nuit dernière. Dans plusieurs parties du monde, des milliers de personnes se sont rassemblées, comme ici au Cap en Afrique du Sud, pour observer la super lune. Le même phénomène a été noté en Europe, à Madrid et Athènes, entre autres. Plus tôt, la super lune a constitué une attraction à Sydney, en Australie, par exemple. On ajoute que la super lune est due à la concomitance de deux phénomènes astronomiques. La phase de pleine lune tombe presque au moment où l'astre est au plus près de la Terre et elle apparaît donc plus brillante et plus grande que la normale, selon la NASA. Je vous l'annonçais en titre, Madame, Monsieur, en avril 2017, les Français choisiront leur président et déjà les candidats de la gauche comme de la droite sont en campagne. La course à la primaire de la droite et du centre est presque finie. Mais
Qui sont les candidats? Vous le saurez dans ce commentaire de Antoinette Sago. En avril l'année prochaine, la France choisira son nouveau président. Et la course aux primaires a déjà commencé. 11 candidats se sont présentés à la haute autorité. Mais le 21 septembre, seulement 7 candidats ont été retenus. Mais qui sont ces prétendants? Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Frédéric Poisson. Lors du mandat de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, 4 de ces candidats étaient déjà ministres. Juppé et Fillon ont tous les deux été premiers ministres. NKM était ministre de l'écologie et de l'environnement. Et Bruno Le Maire était ministre de l'agriculture. Mais les carrières entrelacées de ces politiciens avaient déjà commencé longtemps avant la présidence Sarkozy. Parmi les ministres en lice, 4 étaient aussi ministres sous Jacques Chirac. La rivalité entre Chirac et Sarkozy est bien connue. Chirac avait mal digéré que Sarkozy soutienne la candidature d'Édouard Balladur en 1995. Malgré cette trahison, Chirac gagne les élections et nomme tout de même Sarkozy ministre de l'Intérieur. Copé, lui, était ministre du Budget, Fillon a occupé plusieurs postes ministériels, Juppé a toujours gardé de bonnes relations avec Chirac et il a été brièvement Premier ministre avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais même avant tout ça, 3 des candidats étaient présents dans le gouvernement de cohabitation d'Édouard Balladur, durant l'ère Mitterrand. Mis à part Jean-Frédéric Poisson, qui a accédé à la primaire grâce à une alliance avec les chrétiens démocrates, le jeu des primaires se fera encore une fois avec les mêmes acteurs. Et pour certains, ces candidats de la primaire n'offrent que peu de renouvellement de la classe politique depuis les années 90. Allons aux États-Unis où le Congrès s'est réuni pour la première fois après l'élection de Donald Trump. Je vous propose d'écouter les réactions exprimées par quelques membres de la Chambre des représentants à cette occasion. Après les élections, M. Trump a promis aux Américains qu'il allait guérir les blessures de la division. Le fait que les républicains soient restés silencieux après la nomination de Bannon est un signe dérangeant. Cela montre que le Parti républicain a accueilli la campagne de sexisme flagrant d'intolérance raciale et religieuse de Trump. Les médias libéraux ont essayé de détruire Donald Trump. À la place, ils ont détruit leur propre crédibilité. Leur parti pris extrême est évident. 92% de la couverture des médias sur M. Trump était négative et 96% des contributions de campagne de journalistes sont allées à Hillary Clinton. Restons collés à l'actualité aux États-Unis. L'actuel président des États-Unis, Barack Obama, a parlé ces dernières heures de son successeur. Il le qualifie de pragmatique, ne pouvant pas remettre en cause certains accords signés par les États-Unis. Mais il estime avoir des raisons d'être inquiet. On écoute. Je ne pense pas que Donald Trump soit un idéologue. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique. Et cela peut lui être utile à partir du moment où il a de bonnes personnes autour de lui et qu'il sait clairement où il va. Est-ce que j'ai des inquiétudes? Absolument. Bien sûr que j'ai des inquiétudes. Lui et moi divergeons sur tout un tas de sujets. Restons sur le continent américain toujours, mais cette fois-ci au Canada, au moment où les regards des Africains sont focalisés sur la COP22, où l'on parle des changements climatiques. Les chercheurs canadiens s'intéressent à travers des recherches scientifiques aux glaciers de l'Arctique. Et c'est édifiant, suivez plutôt. Au milieu de la nuit glaciale, des silhouettes s'agitent sur le pont avant du brise-glace. Garde-côtes et scientifiques viennent déployer une rosette, un instrument de pointe qui collecte l'eau de l'océan Arctique à différentes profondeurs. Derrière leurs ordinateurs, ces chercheurs canadiens contrôlent l'engin à $200 000. On prend des échantillons d'eau et on les analyse pour détecter des traces de métaux, du fer, du manganèse, des isotopes et de l'aluminium. L'eau sera ensuite analysée en laboratoire. Étudier la composition de l'océan Arctique permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution des courants marins sous l'effet du réchauffement climatique.
Les changements de l'Arctique ont des influences qui vont bien plus loin que l'Arctique elle-même, mais elles vont affecter particulièrement l'Atlantique Nord. Et possiblement même l'océan dans son entièreté, parce que l'Atlantique Nord, c'est une zone de formation d'eau profonde. Les scientifiques craignent que cela modifie la circulation des courants marins et, à terme, empêche le transfert de chaleur entre l'équateur et les pôles, ce qui rendrait la Terre invivable. Un tel scénario s'est déjà produit il y a 1 milliard d'années. Nathalie, elle, est sur le terrain pour mesurer l'ampleur de ces changements. On étudie un peu avec l'épaisseur comment les différentes strates de glace évoluent. Son objectif, prélever des carottes de glace dans la banquise pour en mesurer la salinité. Grâce à toutes les mesures effectuées sur la Munsen, ces spécialistes de l'Arctique sont formels. Le réchauffement climatique a bel et bien commencé à s'accélérer. Parlons tourisme avant de clôturer cette édition. Allons donc à la découverte de la plage de Kish, un endroit très fréquenté par les touristes en Iran. Elle accueille 1,8 million de visiteurs par an, la plupart des habitants de Téhéran. Mais les investisseurs ne veulent pas se contenter de ce succès. Ils espèrent désormais attirer les étrangers de Dubaï, dont la ville n'est située qu'à 200 km de là. Suivez plutôt. Les plages immaculées de l'île de Kish, au large des côtes iraniennes. Elles attirent environ 1,8 million de visiteurs par an, pour la plupart des habitants de Téhéran qui veulent échapper aux embouteillages et à la pollution de la capitale. Mais Kish est aussi situé à seulement 200 km de Dubaï, et ce sont les dizaines de milliers d'expatriés de la ville émirat du Golfe que les investisseurs espèrent à présent attirer. Si vous avez des familles d'expatriés qui vivent à Dubaï, mais qui sont fatigués des tracas de la vie quotidienne, du surplus de médias, de publicité, du consumérisme, Kish pourrait idéalement, si certaines conditions sont remplies, se positionner comme une escapade idéale le temps d'un week-end. Les bâtiments à Kish sont modernes, les hôtels confortables et des centres commerciaux dernier cri poussent un peu partout. Ici, les règles islamiques sont moins contraignantes que dans le reste du pays. Les hommes sont autorisés à porter des shorts et la police des mœurs se fait discrète. Mais ces règles restent néanmoins en place. Il n'y a pas de bar, de club ou d'alcool et hommes et femmes doivent utiliser des plages séparées. Tout ça ne décourage cependant pas les investisseurs. Il pourrait y avoir d'autres attractions liées à la nature, telles que la plongée sous-marine ou encore les excursions en bateau vers les petites îles de Kish. Car Kish, ce n'est pas uniquement l'île principale, il y a plusieurs autres petites îles également. Ces activités n'exigent pas beaucoup de conflits avec vos mœurs sociales. L'Iran est en plein boom touristique grâce aux efforts du gouvernement modéré pour reconstruire les liens avec l'Occident. Le nombre de touristes est passé de 2,2 millions par an en 2009 à 5,2 millions en 2015. Une autre cible privilégiée de l'île, les vacanciers musulmans. Nous cherchons à développer le tourisme halal à Kish parce qu'il représente une grande partie de l'industrie en ce moment. Cette tendance est à la hausse depuis 3 ans. Cela signifie que le monde accorde plus d'attention au tourisme halal et qu'il est développé comme une stratégie dans le pays. Kish a été la première et la plus importante des 7 zones de libre-échange créées au cours des années 90. Les investisseurs misent à présent beaucoup sur l'île et l'objectif est clair, transformer Kish, ses plages et ses récifs coralliens en une destination touristique majeure. C'est ici que se referme cette édition réalisée par Sabin Chaudatan, réalisée plutôt par Moïse Patinvo. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis. Demain matin, 7h, matin d'Éden. Ne ratez surtout pas et bonsoir.